Shalom dans vos maisons respectives. Nous atterrissons aujourd'hui chez vous, mon invité et moi, pour discuter avec vous et avec vos élèves candidats au BEPC et au baccalauréat dans le cadre des compositions de fin d'année. Il s'agit aujourd'hui de l'épreuve de français. Comment faire pour réussir brillamment cette composition? C'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui avec mon invité. Et mon invité aujourd'hui, c'est une personnalité de haut rang. Il est universitaire, enseignant au collège depuis bientôt 20 ans. Il a à son actif un CV très lourd et il a accepté notre invitation de discuter avec nos apprenants aux différents examens pour leur donner les outils nécessaires pour réussir cet examen. D'ici là, nous revenons. Bienvenue dans Avis d'expert. Aujourd'hui, je vous le disais, je suis avec un expert dans le domaine des lettres. Il est le seul aujourd'hui au Bénin à avoir soutenu une thèse en littérature française et francophone. Il est enseignant dans les lycées et collèges. Il enseigne dans le littoral et dans l'Atlantique. Et il nous a fait honneur d'être sur ce plateau. Docteur Magbondé, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Votre agenda est tellement chargé, mais vous avez fait place pour que nous vous ayons sur ce plateau. L'éducation, c'est la première des choses. On doit pouvoir se rendre disponible pour parler des questions de l'éducation. Merci infiniment. Alors, et sans plus tarder, nous allons aborder la question, ou sinon la principale question qui nous unit, c'est de comment faire pour réussir brillamment l'épreuve de français au BEPC et au baccalauréat. Et quand on parle de BEPC et baccalauréat aujourd'hui, Dr Magbondé, quel est le format exact des épreuves, que ce soit au BEPC et au bac? Bien, nous allons commencer par l'épreuve de BEPC, puisque c'est le niveau du premier cycle. Et quand on prend l'épreuve du français, BEPC, nous avons deux sujets. Il y a le sujet de communication écrite et il y a le sujet de lecture. Et quand je prends l'épreuve de communication écrite, tout part de ce que l'on appelle la situation d'évaluation. On ne pousse pas les apprenants directement sur le sujet, on prépare la pose du sujet. Donc il y a une situation d'évaluation dans laquelle il y a un constat et un fait problème qui implique l'apprenant et une tâche à accomplir. Et après la tâche, il y a une consigne, et la consigne dit précisément les connaissances techniques, méthodologiques dont on a besoin pour que l'apprenant puisse produire une copie potable, propre, acceptable, qui puisse avoir de bonnes notes. Ça, c'est communication écrite. Quand je prends la lecture, il y a plusieurs critères que nous évaluons au niveau de la lecture. Il y a d'abord un test support, on extrait le test d'une œuvre littéraire, cela peut être une œuvre au programme ou une œuvre qui n'est pas au programme. Et après cela, il y a les consignes. Et les consignes sont structurées en 4. Il y a la compréhension du test, on pose des questions sur le test à l'apprenant. Et après cela, il y a la pertinence de la stratégie utilisée à ce niveau, les questions de grammaire avec leurs variantes, vocabulaire, orthographe, conjugaison, et également la question de stylistique basique. On pose ces questions à ce niveau. Et après cela, il y a un autre critère qui porte sur sentiment et opinion par rapport au test. Quand tu as lu ce test, quel est ton point de vue? Après avoir lu ce test, quel est le sentiment qui t'anime? Et il y a le dernier critère qui sort l'apprenant un peu du contexte du test et on lui pose un petit sujet et on lui dit de traiter ça en quelques lignes, 2, 3, 4, 5, voire 10 lignes au plus. Et voilà, l'épreuve de français au BEPC se présente ainsi. D'accord. Et quand il s'agit du baccalauréat? Quand il s'agit du baccalauréat, on part toujours d'une situation d'évaluation aussi. Et après la situation d'évaluation, il y a un corpus de tests. Le corpus de tests se compose en fonction du traitement thématique commun des tests. Et on compose les tests et après les 3 tests, il y a les sujets qui s'en suivent. Parce que c'est 3 sujets. Il y a la contraction du test, il y a le commentaire composé, il y a la dissertation. Et le corpus étant composé de 3 tests, chaque test constitue le support textuel de chaque exercice. Quand je prends le test 1, c'est le support de l'exercice de contraction du test. Quand je prends le test 2, c'est le support du commentaire composé. Et quand je prends le test 3,
c'est le support de la dissertation. Voilà. Donc, après cela, dès que les tests sont présentés ainsi, il y a maintenant une partie qu'on appelle grand 1, questions sur la compétence de lecture. On pose des questions au candidat pour savoir s'il a bien lu les 3 tests, s'il a perçu ces tests mis en réseau pour raison de traitement thématique en commun ou pour raison d'approche stylistique commune. Donc, on pose ces questions d'abord, notées sur 4 points, et après cela, on passe au grand 2. Voilà, compétence d'écriture. Et c'est au niveau du grand 2 qu'on a les 3 sujets. Sujet 1, contraction de test, lié au test 1. Sujet 2, commentaire composé, lié au test 2, au test 2 bien sûr. Oui. Et sujet 3, dissertation, liée au test 3. Voilà. Alors, vous étiez en train de parler des tests aujourd'hui au BEPC. Je reviens d'abord au BEPC. Quels sont les types de tests auxquels les élèves sont confrontés aujourd'hui et quelles sont les caractéristiques qu'ils peuvent retenir pour savoir avec exactitude tel test égale à tel, je peux voir tel indice et je reconnais que c'est tel test? Nous enseignons 6 types de tests. Lesquels? Le test narratif, le test descriptif, le test explicatif, le test argumentatif, le test injonctif et le test informatif. Donc, c'est parmi ces 6 types de tests que nous puisons un test pour proposer aux apprenants comme test support de l'épreuve de lecture. Voilà, quand vous prenez le test narratif, il n'y a pas de narration s'il n'y a pas un espace, un personnage qui pose d'action à travers un temps. Alors, si l'apprenant peut repérer qu'il y a un espace, qu'il y a une action posée par un personnage, qu'il y a des temps verbaux comme l'imparfait, le passé simple, dans le test, s'il peut repérer cela, il peut déjà savoir que le test est un test narratif. Le test est argumentatif quand il y a une prise de position, une opinion qui est accompagnée d'arguments. Voilà, il y a une argumentation. Là, on dit que le test est argumentatif. Voilà. Le test est explicatif lorsque cela répond à un schéma constat d'un phénomène, les manifestations du phénomène, les conséquences, les approches de solution, avec l'effacement total des marques de présence de celui qui parle. Parce que quand on explique, on ne fait pas incursion. Voilà, on ne développe pas son opinion personnelle, on dit ce qui est. Voilà, comme ça, l'apprenant peut identifier un test qui est un test explicatif. Mais il y a aussi que dans le test explicatif, le temps verbal qui prédomine, c'est le présent de l'indicatif. Et il y a la structuration du test qui est conduite avec l'usage des connecteurs logiques. Là, il sait déjà que le test, là, est explicatif. J'ai parlé déjà du test argumentatif. Oui, le test injonctif, c'est un test dans lequel on fait des exhortations, on donne des conseils. Et là, puisque ce sont des conseils qui se donnent, le temps verbal qui prédomine au niveau de ce test, c'est le présent du mode impératif. Il y a aussi le présent de l'indicatif. Mais le temps le plus approprié, c'est le présent du mode impératif, parce qu'on donne des ordres. Vous voyez un peu, là, c'est le test injonctif. Quand je prends le test descriptif, soit c'est qu'on portraiture un personnage humain ou animal, on présente ses caractéristiques. Portraiture, ça veut dire portrait. On fait le portrait. Voilà, c'est le verbe qui est venu du portrait, qui est portraiturer. Oui. Donc, quand on fait le portrait de quelqu'un, on donne ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques vestimentaires, ses caractéristiques morales. Là, on dit qu'on est en présence d'un test descriptif portrait. Voilà. Et s'il ne s'agit pas de portrait et qu'il s'agit de la description d'un espace, c'est purement un test descriptif caractérisé par usage prédominant d'adjectifs qualificatifs. Usage des temps verbaux comme l'imparfait de l'indicatif et aussi le présent. Il peut arriver qu'on utilise aussi le présent dans le test descriptif. Vous voyez? Et il y a aussi certaines figures de style qui s'utilisent comme la comparaison, la métaphore et la métonymie, voire même l'hyperbole au niveau du test descriptif. Donc voilà ce que je peux dire concernant les éléments de repérage des types de tests que nous enseignons aux élèves de la classe de 3e dans le cadre de leur formation pour le BEPC. D'accord. Alors, je reste toujours avec nos apprenants de premier cycle, c'est-à-dire au BEPC, et j'aborde maintenant l'expression écrite. Est-ce qu'il arrive des fois où, même quand le contexte est posé, ça pose un problème de compréhension à cause d'un petit mot là? Oui, il peut arriver que l'apprenant se trouve en difficulté de compréhension du sujet,
mais c'est dans des cas rares parce que c'est pour éviter cela qu'on a, on a pensé à l'amélioration du format de présentation de l'épreuve. Et il y a une situation d'évaluation. Nous, en notre temps, j'ai fait le BEPC il y a au moins 25 ans. En notre temps, il n'y avait pas de situation d'évaluation. Le sujet est posé, vous le traitez. Vous voyez, aujourd'hui, il y a situation d'évaluation parce qu'on les situe, on les met dans un contexte donné. Vous voyez, on les implique avant maintenant de leur demander ce qu'il faut faire. Cela ne suffit pas. On donne une consigne et les besoins techniques qu'il faut. Pour réussir la rédaction, on évoque ces besoins techniques toujours pour pouvoir l'orienter. Donc, nos candidats d'aujourd'hui au BEPC, en ce qui concerne la communication écrite, nous avons l'impression que nous tenons leurs mains pour les aider à traverser le danger. Donc, il n'y a pas raison de rater. Il n'y a pas de raison pour ne pas comprendre un sujet. Voilà. Même les mots difficiles, quand on les saisit dans le contexte donné, on arrive à les appréhender et à comprendre. D'accord. Donc, je parie que ce serait pareil pour la terminale avec les adultes au baccalauréat. Oui. Seulement qu'au baccalauréat, c'est un peu complexe. Parce que, vous voyez, je dis souvent, la différence entre l'enseignement du français et l'enseignement de la philosophie est que, selon le programme de la philosophie, tous les thèmes susceptibles de faire objet d'évaluation sont vus en classe. Mais chez nous, en français, autant nous avons des thèmes qui préoccupent le monde, autant nous avons des thèmes qui intéressent le sujet. Vous voyez un peu? Donc, l'apprenant qui a la maîtrise de la méthodologie, s'il n'a pas une culture générale solide, il peut ne pas s'en sortir, ne pas pouvoir s'en sortir. C'est pour cela que nous disons chaque fois à nos élèves de beaucoup lire, de se cultiver, la culture littéraire et la culture générale. D'accord. Nous allons avancer dans ce débat parce que nous n'avons pas assez de temps. Dites-moi, quelles sont les compétences évaluées dans ces différents examens? Quand vous prenez une copie d'élèves aujourd'hui au BEPC, quelles sont vos attentes sur une copie? Bon, vous savez, lorsque nous prenons la question et que nous la posons dans le contexte général, qu'est-ce que nous évaluons dans l'enseignement d'une langue? Il y a 3 compétences. La compétence d'écriture, la compétence de lecture et la compétence orale. Voilà. Mais quand je prends le BEPC, nous évaluons fondamentalement 2 compétences. La compétence de lecture et la compétence d'écriture. Maintenant, quand je prends la compétence de lecture, il y a la compréhension des textes que nous évaluons, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il y a la grammaire avec ses variantes que nous évaluons chez l'apprenant. Parce que si vous voulez apprendre une langue et que vous négligez sa grammaire, vous n'allez pas vous en sortir. Nous apprécions, nous évaluons toutes ces compétences-là au niveau du BEPC. Et au niveau du bac, nous évaluons la compétence de lecture, parce que c'est pour cela qu'il y a la partie grand 1, question sur la compétence de lecture. Et on demande à l'apprenant de lire les 3 tests mis en réseau et de pouvoir répondre à la question qui est posée en rapport à ces 3 tests. Donc on évalue à ce niveau la compétence de lecture. La compétence d'écriture, qui se fonde sur la réflexion de l'étude de l'apprenant, c'est la partie grand 2. Et ça s'appelle compétence d'écriture. Oui. Voilà. Donc on évalue son jauge, son niveau de raisonnement, son niveau d'appréciation d'un fait d'actualité, d'un fait littéraire ou d'un fait de grande préoccupation. Donc à ce niveau, l'apprenant doit être au point sur le plan écrit. Oui, sur le plan de l'écrit. Et quand on dit compétence de l'écrit, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'écriture, la calligraphe que nous évaluons. Ce que nous évaluons, c'est la connaissance que vous avez, le niveau d'appréciation, le niveau de jugement des faits de société, des faits littéraires que vous avez et votre manière de les rendre. Vous voyez un peu? Donc, ce sont ces éléments, globalement, que nous évaluons. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs qui reviennent souvent sur les copies des apprenants, que ce soit au BEPC comme au baccalauréat, que vous avez souvenance? Oui, il y a des erreurs. Quand je prends au niveau du BEPC comme au niveau du bac, il y a certaines erreurs qui sont des erreurs itératives, c'est-à-dire chaque fois ces erreurs reviennent, les erreurs d'écriture. On ne sait plus écrire, faites bien les accords, on blesse la grammaire. Et on écrit au son. On écrit parfois au son, vous voyez. Et quand c'est comme ça, le professeur de français, il ne peut pas vous donner tous les points qui sont affectés à cette partie de la question, parce que vous n'avez pas bien rendu. Parce que vous savez, chez nous en littérature, la forme importe autant que le fond.
Il y a même, oui, je pense, c'est l'auteur du degré 0 de l'écriture qui dit que la forme est la première et la dernière instance de la responsabilité littéraire. Si vous voulez bien dire, si vous voulez bien rendre, il faut tenir compte de la forme d'abord avant d'aller vers le fond. Et la forme, c'est ce qui a rapport à la manière d'écrire. S'il y a des fautes, ce n'est pas bien. Ça, c'est ce que nous remarquons globalement, les fautes dans les productions. Ensuite, nous avons certains apprenants qui déposent des copies inachevées. Regardez au niveau du bac. On donne 4 heures. Oui. 4 heures. Les inspecteurs, les spécialistes de la pédagogie ont réfléchi, ont vu que 4 heures, ça pouvait suffire. Mais des élèves qui prennent leur copie, ils font 1 heure d'abord dormir. Nous constatons cela. Ils font 1 heure d'abord dormir. Ils se lèvent après avoir perdu 1 heure de temps. Il ne reste que 3 heures de temps. Et ils extrapolent. Ils ne lisent pas bien les tests. Vous voyez un peu? Donc, ils expédient la lecture des tests. Et lorsque vous expédiez la lecture des tests, c'est que vous êtes en train de rater la compréhension que vous devez avoir du sujet. Par conséquent, puisque vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas rendre. Donc, c'est aussi simple. Et à la fin, ils déposent des copies inachevées. Vous voyez, et quand la copie est déposée et inachevée, la note est connue presque d'avance. Ce n'est pas sûr que celui-là passe le seuil de 10 sur 20. Voilà, donc la gestion du temps. C'est important. D'accord. Donc, ils doivent savoir gérer le temps. Ils doivent savoir gérer le temps. Quand je prends l'épreuve du bac, la partie question sur la compétence de lecture, avec la lecture des 3 tests, ça ne doit pas excéder 1 heure. C'est 1 heure de temps que vous faites là-dessus. Et vous revenez sur le choix des sujets. Et pour faire le choix, on n'a pas besoin de faire un choix prestigieux. J'appelle choix prestigieux le choix qui consiste à prendre le sujet le plus compliqué pour impressionner tes correcteurs. Le correcteur apprécie plus l'intelligence qui t'a guidé à choisir un sujet qui est à ta portée que la grandiloquence ou l'orgueil qui t'a poussé à choisir un sujet manifestement plus difficile que tes capacités. Surtout que ça ne va pas arranger l'élève. Mais ça ne peut pas l'arranger. Il ne faut pas choisir le sujet compliqué. Choisis le sujet qui est simple, que tu as compris. Tu le traites. Le correcteur se met en communication avec toi. Il est heureux de constater que tu as pu choisir un sujet que tu as compris. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut pouvoir créer cette communication entre sa copie et son correcteur. Et son correcteur. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une manière de réviser aujourd'hui seul à la maison que vous pouvez également conseiller à nos apprenants? Parce que nous sommes à la dernière minute, c'est les dernières semaines. Il y a une manière de réviser l'épreuve, en fait, les exercices de français. Oui. Comment ça se passe? Oui, on peut réviser. On peut réviser français seul. Mais avant d'y arriver, il faut avoir toujours pris note du cours. Aujourd'hui, avec l'évolution de la machine, avec les techniques, les trucs artificiels dont on parle là, tout peut être remplacé aujourd'hui, mais pas l'enseignant. Les apprenants, parfois, ils ne savent pas cela. Votre enseignant, votre professeur que vous avez devant vous, il est irremplaçable là. Il vous donne les cours, il vous dit de prendre note et vous ne prenez pas note. Quand vous ne prenez pas note, comment pouvez-vous faire les révisions seuls? Le philosophe Socrate dit: connais-toi toi-même avant de chercher à connaître les éléments du cosmos. Connais d'abord ton professeur. Maîtrise d'abord ton cahier de cours avant de chercher à comprendre ce que Jean-Baptiste Attiloutard a dit dans son livre, avant de chercher à comprendre ce que Jean Pliat a dit dans Le chimpanzé amoureux. Il faut comprendre d'abord ce que ton professeur t'a donné avec des exercices d'application. C'est cela qui te permettra de te rendre indépendant intellectuellement. Parce que tu vas le lire et le maîtriser. Si tu maîtrises le cours de ton professeur, tu peux affronter la citation des auteurs. Est-ce que ce n'est pas parce que les apprenants aujourd'hui, parce qu'on parle français presque tous les jours, ils banalisent cette matière et ils se disent c'est ce que nous parlons tous les jours et nous sommes habitués au français, nous maîtrisons à peu près tout ce qui est là? Oui, voilà quelque chose de très important que vous avez soulevé. C'est un stéréotype. On pense que le français, on parle la langue depuis l'enfance et que ce n'est pas un cours qu'il faut prendre comme le cours de mathématiques qu'on prend à la lettre et que le français... Non, ce n'est pas ça. Le français, dans un contexte francophone, c'est une discipline transdisciplinaire. C'est un médium. Les évaluations se font en français, que ce soit en mathématiques, que ce soit en PCT, que ce soit en SVT, que ce soit en histoire et en géographie. Donc, cela me semble fondamental. Apprendre à écrire, à lire, à s'exprimer en français au-delà de ce que vous apprenez à la maison. C'est parfois paradoxal de constater que l'enfant parle français depuis l'enfance,
Depuis qu'il est né, c'est français, on lui parle. On l'a déraciné complètement, il ne comprend rien de la langue de son père, de sa mère. Et malgré cela, il n'arrive pas à s'en sortir en évaluation française. C'est que le problème est plus profond. D'accord. Le problème est plus profond. Alors, le temps ne nous permet pas de creuser tellement, mais puisque nous sommes dans le cadre de comment faire pour réussir les épreuves, je voudrais vous demander quelles sont les techniques pour être en fait un peu plus bref. On ne va pas pouvoir trop détailler, mais de façon brève, quelles sont les techniques aujourd'hui pour éviter leur sujet à nos apprenants aujourd'hui? Quand ils prennent l'épreuve, puisqu'ils ont suivi cette émission, ils doivent quand même pouvoir échapper leur sujet. Ils doivent pouvoir réussir brillamment l'épreuve. Oui, mais pour éviter leur sujet, il faut être patient devant l'épreuve. D'accord. L'impatience devant l'épreuve conduit à l'égarement. Donc, il faut être patient. Il faut bien lire le sujet. Bien lire. Moi, quand je travaille avec mes élèves, je leur dis, lisez pour une première fois le sujet. On lit. Quel est le thème qu'aborde l'auteur? On met ça. Lisez une deuxième fois le sujet. Quel est le fait problème posé? On met ça. Lisez une troisième fois le sujet. Quelle est la tâche à accomplir? On écrit ça. Lisez une quatrième fois le sujet. Quelle est la problématique? Quelles sont les grandes questions que nous allons poser et auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse? Nous avons déjà lu 4 fois le sujet. Nos apprenants, ils lisent une fois, 2 fois et c'est fini. On saute les 2 puis joints sur la copie. Et comme ça, parfois, on passe à côté. Il faut bien lire avec patience les sujets. Et ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a certains qui ont horreur de la lecture. Vous ne pouvez pas faire le français et ne pas lire. Et ne pas lire. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Quand on dit français, quand on dit les lettres, derrière les lettres, il y a un océan. Les lettres, c'est comme ce bout, un petit bâtonnet qui cache l'océan. Donc, derrière les lettres, il y a l'océan de connaissances. Vous ne pouvez pas vouloir traiter un sujet de dissertation, de culture générale ou littéraire, un sujet de commentaire composé ou de contraction de texte sans être cultivé. Donc, le secret principal, c'est la culture personnelle, la culture générale aussi. C'est la culture. Et après la culture, la maîtrise de la méthodologie de traitement de chacun de ces sujets. C'est pour cela que je dis de maîtriser son cahier. Donc, connaître son professeur à travers son cahier. Et tu auras la facilité de connaître les écrivains et autres. L'heure nous presse tellement et j'avais envie de creuser plus profond, mais nous n'allons pas pouvoir. Mais je voudrais vous demander en tant que parent, quel est le rôle concret qu'un parent peut jouer, surtout en ces dernières heures de révision? Bon, en ces derniers moments de révision, je pense que les parents doivent réduire la distance qui les sépare de leurs enfants. Qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vous absentiez habituellement pour 7 heures de temps de la maison, il faut réduire ça. Soyez absent pour 4 heures de temps. Consacrez 3 heures de temps à l'enfant ou 2 heures de temps à l'enfant. Vous voyez? Et le motiver. Ce n'est plus le temps de blâmer pour dire, toi, voilà, tu ne travailles pas, ce n'est pas sûr que tu réussisses. Quand vous dites ça, ce n'est pas bien parce que la parole qui sort de la bouche des parents est sacrée. Donc, c'est pour cela qu'il faut orienter la parole dans le sens positif. Il faut motiver les enfants maintenant. Il faut les accompagner. Il faut contrôler leur gestion du temps. Il ne faut pas qu'ils restent trop à étudier. Il y en a qui étudient jusqu'à 2 heures du matin, ce n'est pas bien. Il faut veiller à cela. Il ne faut pas qu'ils s'exposent à des moustiques. Qu'on prenne les dispositions pour qu'ils ne courent pas le risque de tomber malade pendant la période de révision et des examens. Ouais, donc, il faut la proximité des parents. Il faut l'accompagnement des parents. Il faut le soutien psychologique des parents. Ouais, ce n'est plus le moment de blâmer les enfants, c'est le moment de les accompagner, de les rassurer, de leur dire qu'il y a de l'espoir, qu'ils pourront s'en sortir et que vous êtes avec eux. Les enfants aiment quand les parents disent « tu es notre envoyé, tu es notre représentant, tu es le porte-flambeau de notre famille, nous comptons sur toi, tu pourras y arriver mon enfant ». Et vous pouvez souvent le dire, le panégyrique clanique, qui détermine s'aligner. Et ça lui fera certainement plaisir. Voilà, on est content, on se dit vraiment, je vais à cet examen pour mon père, pour ma mère et pour moi-même. Je dois réussir. Donc, il faut que les parents sachent accompagner les enfants comme ça, ces derniers moments de révision. Et nous allons également être brefs sur un sujet qui me préoccupe également, avant d'aller vers la fin de cette émission. Il y a le stress qui joue également ces dernières heures, surtout et même le jour de composition. Certains enfants sont stressés au point de tomber malades, d'autres tombent en syncope. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, pour éviter le stress, il faut bien préparer son examen. Et il faut faire comprendre aux candidats que vous allez composer au BEPC, vous allez composer au bac, comme vous avez composé déjà au CEP.
Comme vous avez composé le premier devoir de l'année, le deuxième devoir, il n'y a rien de sorcier. L'épreuve qui vient, parfois l'épreuve même est plus facile que des épreuves qu'on propose pour des séries d'évaluations. Donc il n'y a pas à paniquer. Quand vous paniquez, le stress prend le dessus et ce n'est pas bien. S'il y en a qui sont vraiment stressés, qu'ils respirent profondément. Il y a des exercices de respiration que nous traitons avec nos apprenants. Vous respirez profondément un certain nombre de fois et vous reprenez votre esprit et vous traitez votre sujet. Il ne faut pas qu'on ait peur d'affronter le sujet. Et c'est souvent quand on ne s'est pas bien préparé que le stress prend le dessus. Sinon, quand on est bien préparé, il y en a qui sont excités. Mais surexcité aussi, ce n'est pas bien. Surexcité, ce n'est pas bien. Quand vous êtes surexcité, vous pouvez banalement oublier de répondre à certaines questions. Ou l'épreuve est recto-verso, vous pouvez finir de traiter le recto et le verso oublier. Parce que vous étiez surexcité. Et vous avez pensé que... Ne pas être surexcité, concentré, et reprendre contrôle de son souffle et de son émotion. Alors si je devrais résumer, ce serait un peu ça. Et un dernier mot, ou sinon votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire aux apprenants que la discipline qu'on appelle français, ce n'est pas une discipline à banaliser parce que c'est transdisciplinaire, c'est un médium. Nous sommes dans un contexte francophone et en dépit de tout ce qui se dit, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas la langue de nos grands-pères, mais il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, c'est la langue qui sert d'outil d'évaluation dans ce que nous enseignons. En attendant que nous ayons une langue que nos dirigeants vont nous proposer comme langue officielle, comme langue de travail, la langue française reste la langue que nous utilisons et il faut pouvoir se défendre correctement dans cette langue-là parce qu'elle fait objet d'évaluation pour les examens et les concours. Merci beaucoup, Dr Mamondé. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, les bien-aimés, c'est tout pour ce numéro. La prochaine fois, nous allons nous retrouver avec même plaisir, même joie, même fougue. À tout de suite.